Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Art et Marché, l'émission qui ouvre les portes du marché de l'art. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, je suis ravie de vous retrouver au sein de la galerie Huberti et Brenne. Nous sommes avenue Matignon, dans le 8e arrondissement de Paris, pour échanger avec Michel-Édouard Leclerc. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Sybille, je suis content d'être là. Vous êtes président des supermarchés Leclerc. Donc, vos propos médiatiques, d'habitude, c'est plutôt sur des enjeux économiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre facette, celle de l'homme de culture qui est derrière Mel Publisher et surtout de l'exposition qui nous entoure, Estampes contemporaines. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter voilà, toutes ces œuvres qui nous entourent? Vous ne les voyez pas toutes, mais nous sommes dans une galerie entourée de nombreuses estampes, œuvres différentes. Nous sommes dans une galerie qui a été fondée par des copains belges que je connais par la bande dessinée. D'abord, j'aime bien cette proximité, cet échange. Ce sont des lithographies que j'ai réalisées ou fait réaliser avec une petite équipe sous un label qui s'appelle Mel Publisher. C'est une entreprise personnelle, familiale, avec d'excellents collaborateurs. Et c'est pas simplement un supplément d'âme, c'est pas simplement du plaisir, c'est une vieille idée qui me trotte dans la tête et qui est la continuité de ma vie professionnelle. Je veux rendre l'art accessible aux nouvelles générations, avec des prix accessibles, dans un monde où le marché de l'art grimpe et est très compliqué à lire, quoi. Vous avez créé Mel Publisher en 2014. Pourquoi à ce moment-là, et justement vous avez commencé à répondre, mais pourquoi vous tournez vers l'estampe en particulier, l'édition d'estampes? C'est la rencontre avec des artistes qui travaillaient dans les ateliers parisiens. On a tendance à dire les vieux ateliers parisiens, parce qu'il y a plein de jeunes dedans, hein, mais que ce soit chez Idem, que ce soit chez Fleur de Pierre, les Guilbeault qui se sont déplacés à Bergerac et à New York, il y a un savoir-faire, il y a des artisans, il y a des ouvriers techniciens qui sont des vrais artistes et qui savent faire des lithographies, qui savent faire des gravures. Et donc, je voulais faire travailler ces ateliers. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les artistes que je connaissais, je suis un passionné de bande dessinée, certes, avaient envie de s'essayer sur des formats plus grands qu'une planche de bande dessinée, plus grands qu'une planche aigle. Et donc, moi, j'avais la patience de leur permettre un réapprentissage de ce qu'ils avaient appris à l'école Étienne ou aux Beaux-Arts. Et donc on a monté comme ça de connivence une série de lithographies que l'on expose dans les galeries à Art Paris et sur le site internet. Aujourd'hui, quel est le fil directeur? Quels sont les artistes qui nous entourent? Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette exposition? Alors, moi j'ai aucune prétention. Je connais beaucoup d'artistes parce que je suis le fils de ma mère et ma mère, c'est une Bretonne qui ne voulait pas rester une bigoudaine dans le Finistère Sud. Et donc, on faisait toutes les galeries quand j'étais adolescent et ça m'a toujours passionné. Et donc, je me suis plus spécialisé dans la bande dessinée. À la fac, j'ai vécu avec des auteurs de bande dessinée. J'ai amené les Centres Leclerc à sponsoriser le Festival d'Angoulême pendant 17 ans. J'ai rencontré ces artistes et donc un tiers à peu près des lithographies que Mel Publisher présente sont issues de ce monde de la bande dessinée. Et puis il y en a d'autres à qui j'ai ouvert cette programmation, qui sont la génération des cadras, des quinquas que j'ai rencontrés au fil du temps. Et puis il y a quelques artistes très connus qui m'ont parrainé, qui m'ont légitimé, comme Garouste ou Ernest Pignon et Ernest, qui ont le même âge que moi ou de la même génération, qui m'ont dit « Allez, t'y crois, on t'accompagne ». Et dans le temps qu'il vous reste au-delà de votre fonction de chef d'entreprise, quelle place a l'art dans votre vie? Ça vous a accompagné depuis toujours, de ce que vous nous racontez? Comment ça se manifeste? L'art et la littérature m'inspirent. J'ai lu quelques manuels de management, j'ai été dans l'opérationnel pendant 45 ans, mais même
pour faire grossir ce groupe de distribution qu'est le mouvement Leclerc. Je me suis appuyé sur des hommes, sur leurs talents. Il y a beaucoup d'artistes aussi, vous savez, dans le monde de l'épicerie, dans le monde du transport, de la logistique. Et puis, leur personnalité ne s'exprime pas exclusivement à travers la fonction matérielle et sociale. J'ai vu des très belles personnes et du coup, ça m'a toujours donné l'envie d'avoir ce projet. Donc, je le fais maintenant que je suis moins dans l'opérationnel, moins dans la pression de la vie de l'entreprise. C'est aussi avec l'argent de la vie de l'entreprise que je peux me permettre de faire ça. Et en fait, je m'aperçois que les jeunes cadres qui sont aujourd'hui dans les centres Leclerc ou qui travaillent au siège des centres Leclerc ou ceux de la FNAC et d'Arty qui sont à côté m'accompagnent dans cette volonté de pouvoir remettre des œuvres quasi originales sur leur mur. La nouvelle génération n'a pas les tableaux de leurs parents, ils n'ont pas les tableaux de leurs parents sur leurs murs. Ils ont des murs blancs aujourd'hui dans les villes, ils habitent plus loin du centre parce que c'est trop cher le centre. Et puis l'art est très cher, et l'art qu'ils aiment est très cher. Et donc le pari, c'est de renouveler un petit peu cette offre et de coller avec ces attentes. Et justement, vous êtes très engagé au sein du fonds Hélène-Édouard Leclerc qui est à Landerneau, dans le Finistère. Ça, c'est quand même Comment est-ce qu'on fait, grâce à ce centre-là, pour travailler cette accessibilité et surtout un déplacement en dehors de Paris? Parce qu'en fait, c'est encore très centralisé, le monde de la culture et du marché de l'art. Est-ce que dans cette ouverture de ce lieu à Landerneau, vous avez éprouvé des difficultés à rendre l'art très accessible et plus régional? Il y a une attente formidable du public. En fait, j'ai 3 volets un peu d'intervention. Via l'enseigne Leclerc, on est le 3e libraire de France, mais on vend aussi des livres d'art et nous sommes sponsors de beaucoup de manifestations locales. Beaucoup de propriétaires de magasins sponsorisent des galeries, des artistes. Il y a cette fondation à Landerneau, qui, ville de 18 000 habitants, a attiré près de 3 millions de visiteurs pour des expositions majeures. Hein. Et c'est aussi le nom de Leclerc et la réussite dans l'entreprise qui m'a permis d'obtenir des prêts des très grands musées et à l'international. Et puis il y a cette petite capsule plus personnelle de lithographie qu'avec 4 ou 5 amoureux de l'art, nous lançons. Je crois que c'est... Et alors Landerneau, évidemment, c'est un combat politique aussi. C'est amener le meilleur de l'art du monde dans une petite ville en province, parce que la culture a sa place partout. C'est l'idée, vous connaissez en musique les vieilles charrues. Les vieilles charrues, c'est 600 000 jeunes qui viennent dans la plaine de Carhaix, au centre du Finistère. Mais là, à Landerneau, nous attirons le meilleur de l'art du monde. On a fait venir... une exposition Henry Moore, on a fait venir Giacometti, les meilleurs de la bande dessinée, de Métal Hurlant, à suivre. On a été les premiers à exposer Hartung, alors que c'était dans le musée à côté d'Antibes. On a été les premiers à exposer Giacometti à cette dimension, parce que Catherine Gognier, au musée Giacometti, n'avait pas de vitrine, n'avait pas de musée. Donc c'est un challenge que dans une petite ville qui aime ça, le public vient voir. La particularité de Landerneau, c'est que ce n'est pas un musée, c'est un lieu. On n'a pas de patrimoine culturel, c'est un musée. C'est l'ancien magasin de mes parents qu'on a rechapé de beau granit. C'est inséré dans un couvent qui avait été maquillé de béton parce qu'on y produisait de la bière. Ça a été une prison depuis la Révolution. Et les gens viennent dans ce lieu sans complexe, ils ne connaissent pas. Certains disent d'ailleurs, on est venu voir... du Buffet, mais en croyant voir Bernard Buffet. Vous voyez, et je trouve qu'il y a une ouverture. Et du coup, il y a un appétit, il y a une récurrence, un abonnement. Et je pense que c'est un peu le sens de votre émission, c'est qu'on fait découvrir des talents, le plaisir on suscite la curiosité. Et c'est une manière aussi que ce marché de l'art, dont on parle beaucoup, avec des valeurs énormes, réintéresse une génération qui n'en avait pas les moyens. Hein. Vous avez, dans vos dernières prises de parole médiatiques, vous n'avez pas exclu une entrée en politique. Si vous deviez faire une priorité culturelle
quelle serait-elle si jamais vous étiez président de la République, par exemple? Allons-y. Quelle serait une priorité culturelle J'ai pas le melon, hein. Je me retrouve dans des sondages, je les ai pas payés, je sais pas. J'ai J'imagine l'impression bien. d'être une boule dans le flipper. Vous voyez ce que je veux dire? On verra bien. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un vrai combat politique que de défendre la culture. Et quand on se voit ce qui se passe dans le monde, cette négation de l'art, de la liberté d'expression, je reviens des États-Unis, je suis étonné de voir des copains que je connais depuis longtemps aujourd'hui se censurer, faire attention à ce qu'ils disent. Donc moi, je pense que c'est très important aujourd'hui. La première mesure que je prendrais, par exemple, c'est de revoir le cahier des charges, non seulement du service public, mais de toutes les chaînes privées émettrices en France, pour qu'ils consacrent plus de temps à la défense du livre, de l'art, de la culture, y compris sous des formes numériques et modernes, des jeux ludiques, les jeux vidéo, parce que ce sont des lieux de création, ce sont des lieux aussi de vie. Beaucoup d'artistes vivent de la publicité, beaucoup d'artistes qui font de l'animé ou qui font des jeux vidéo sont en fait chez eux des peintres. Et donc je renforcerai le cahier des charges de tous les émetteurs, de tous ceux qu'on autorise à émettre, que l'ARCOM autorise à émettre en France. Je trouve qu'on devrait avoir renforcé le cahier des charges de cette obligation culturelle. Enfin, il ne faut pas dire obligation, de cette incitation culturelle. Cette incitation culturelle. Et le rôle de l'entreprise dans le monde culturel, il est fondamental pour pouvoir justement donner plus de moyens, plus de clés, plus de clés de lecture. Je pense que le monde de l'entreprise, il ne faut pas le déifier, hein. Je pense que c'est bien d'avoir un secteur public. On n'aurait pas les grands musées s'il n'y avait pas eu le secteur public. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ce sont des fondations privées qui les ont constituées. Nous, je pense que la diversité voulue par le législateur, l'arrivée, les textes de Jean-Jacques Ayagon ou de Christine Lagarde permettant du mécénat même populaire, avec des défiscalisations possibles, rajoutent à la diversité, à la possibilité de soutenir des artistes qui ouvrent leur propre atelier. Je vois Olivier Masmonteil, par exemple, aujourd'hui créer sur les réseaux sociaux son propre site. Beaucoup d'artistes créent maintenant de manière désintermédiée la possibilité d'accéder à leur œuvre. Tout ça, c'est passionnant. Et donc, l'entreprise peut être mécène, elle peut être sponsor, mais elle peut être tout simplement, parce qu'il y a des hommes dans l'entreprise, des soutiens personnels au monde de l'art, qui a besoin aujourd'hui à la fois d'être reconnecté aux évolutions sociales et en même temps reconnu comme des pionniers, comme des marqueurs de nos sociétés. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc. Merci de nous avoir accordé ce temps au sein de la Galerie Huberti et Brain. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arts et Marché.